remercier Suzette, bien sûr, Bloch, la petite fille de Marc Bloch, qui est ici présente aujourd'hui et qui donc nous a encouragés à réaliser cet après-midi et qui, comme vous le savez peut-être, qui réside dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'est un honneur pour nous de la recevoir aujourd'hui. Un certain nombre d'associations ont relayé la communication et ont participé de ce fait à la diffusion de qualité. Donc, je remercie beaucoup les Amis du patrimoine canétois, l'Université populaire du travailleur catalan qui rediffusera cet après-midi sur des dispositifs, des plateformes, je pense, de type, je ne sais pas laquelle, mais YouTube. On va aller sur le site du travailleur catalan de toute façon et on retrouvera ce qu'il faut. Exactement. Également la Ligue des droits de l'homme, Françoise Germain et l'Archipel Contre-Attaque qui également diffuse cet après-midi. Et bien entendu, je voudrais remercier vivement les étudiants qui ont participé aussi à l'organisation, dont certains nous ont accueillis ici et qui sont aussi dans cette salle. Je voudrais, donc, notamment Jeanne Lefebvre et Tiffaine Teclé, qui sont notre étudiante ambassadrice et notre tutrice, qui jouent un rôle très important pour tous les autres étudiants. Je voudrais également, bien sûr, remercier nos collègues, parce que figurez-vous que le mardi après-midi est une après-midi de cours, avec beaucoup de cours à l'université, c'est un jour très très chargé en cours, et il y a plusieurs collègues qui ont accepté de déplacer leurs cours pour que l'amphithéâtre soit libre cet après-midi, donc je les remercie vraiment pour ça. Et je remercie aussi bien sûr le Mémorial de Rivesaltes qui est notre partenaire. Il faut savoir que le Mémorial est partenaire de l'université et aussi bien sûr de la fac de lettres, puisque les deux porteurs, Mathilde Bette et moi, sont les porteurs de cette convention. Et la faculté des lettres est un partenaire privilégié du Mémorial de Rivesaltes, qui est vraiment le vaisseau directeur du monde de la mémoire et des mémoires et histoire dans un département qui est très chargé qui est très marqué par cet aspect-là. Et donc la présence de Céline Salah, la directrice, donc, est très importante pour nous. Et bien sûr, je remercie aussi la faculté des lettres qui, dans sa politique générale, quoi qu'il en soit, depuis plusieurs années, est portée aujourd'hui par le doyen Henri Taille, nous soutient, nous accompagne pour ouvrir l'université sur le monde. Bon, l'université n'est pas une tour d'ivoire, vous savez, c'est souvent ce qu'on dit, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que des journées comme ça sont un moyen de s'ouvrir plus, de pouvoir ouvrir le débat public dans une période au cours de laquelle l'université, je pense, a un rôle fondamental à jouer, où les réalités sont complexes, où il est difficile de savoir dans quelle direction on doit aller, et l'évocation de grandes figures peut nous aider justement à faire face à ce type d'enjeu aujourd'hui. Donc je remercie tout le monde et Jérôme Carretti aussi qui a quand même été aussi, je l'ai déjà dit peut-être, mais qui nous a aidé beaucoup pour la diffusion. Et je remercie aussi, j'ai oublié, je suis une étudiante puisque je suis moi-même fils de libraire, la librairie Torcatis qui est présente aujourd'hui et qui participe avec la présence des ouvrages à cet hommage à Marc Bloch. Donc je vous remercie beaucoup et je donne la parole à Henri Taille. Ok, merci Nicolas. Je vais commencer par faire l'appel. C'est une blague. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir cet amphi théâtre plein à craquer, avec des personnes que je ne connais pas, certaines que je connais, et que voilà, ça fait des années qu'on ne s'est pas revus. Donc voilà, donc il y a, j'allais dire, un double plaisir de découverte en même temps qu'un plaisir donc d'accueil, bien entendu. Et je reste aussi dans un premier temps à mon collègue donc, Nicolas Marty pour commencer par dire quelques remerciements. Donc, je ne vais pas citer, je vais juste dire de façon générale un grand merci aux organisateurs et aux personnes qui se sont déplacées pour être là aujourd'hui pour cet événement. Donc c'est pour moi en tant que doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, mais aussi en tant que collègue universitaire, un grand privilège et un grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui, lors de cet événement, donc, sous forme d'hommage à Marc Bloch, éminent historien, cofondateur des Annales d'histoire économique et sociale, mais aussi combattant, ancien combattant et résistant. Et cette dernière activité sera d'ailleurs la triste origine donc, de son arrestation, puis sa mort en 1944.
L'université de Perpignan via Domitia et plus précisément donc, la faculté des lettres et sciences humaines a donc une longue tradition d'histoire, ou tradition historienne, historiographique peut-être aussi, on pourrait dire. Ça marche? Bon, je suis à la pêche, voilà, les adjectifs, c'était pas trop mon truc, mais voilà. Mais en tout cas, donc, c'est à la fois donc, un lieu d'enseignement, mais bien entendu, un lieu de recherche. Et je pense que ce que a dit Nicolas concernant l'ouverture de l'université, c'est un lieu d'enseignement, de recherche, mais c'est aussi un lieu de débat. Et le débat ne connaît pas les murs. Là, on est dans un amphithéâtre, mais le débat dépasse les murs de cet amphithéâtre. Et c'est vraiment important de rappeler ces choses. Donc l'histoire, un peu comme l'air que nous respirons, hein, nous entoure, nous permet d'avancer, de reculer parfois, mais aussi l'histoire nous fuit, nous paraît tantôt claire, tantôt obscure. Voilà pourquoi il est important, aujourd'hui plus que jamais, de rendre hommage aux grands intellectuels qui ont forgé les disciplines d'aujourd'hui. Mais aussi, il est important de continuer à faire avancer ces disciplines, faire avancer les méthodes, nos façons de travailler et de réfléchir. Dans un monde qui cherche parfois à oublier, à nier les liens entre le présent et le passé, mais aussi à oublier ce qui finalement nous relie les uns aux autres. Et donc, je vais finir en disant que vous êtes là aujourd'hui pour justement continuer ce travail que d'autres ont commencé avant nous et que d'autres reprendront après nous. Merci. Bien. Alors moi, je suis aussi particulièrement heureuse d'être avec tous ici. Ce qui me touche beaucoup, un peu comme l'ont dit M. Le Doyen ou Nicolas Marty, c'est à la fois cet intergénérationnel, à la fois finalement cette volonté commune autour de Marc Bloch. Je suis vraiment très heureuse de participer à cette belle initiative. Une pensée toute particulière pour Jérôme Coretti, pour Nicolas Marty, pour cet événement, qui je pense fera date et qui nous permet de nous relier, comme le disait M. Le Doyen, finalement sur un territoire qu'on attend des années. Il me revient bien évidemment pas du tout de commenter la pensée de Marc Bloch, c'est ce que vous allez découvrir dans ce colloque riche et stimulant tout au long de l'après-midi. Mais moi, je souhaitais toutefois souligner l'approche transdisciplinaire, l'approche interdisciplinaire qu'a été celle de Marc Bloch, et notamment sa volonté autour des faits historiques d'être toujours au plus près de la réalité des faits, pour éviter le révisionnisme, pour éviter la falsification des mémoires, telle qu'on vient de l'évoquer. Et cette démarche, au cœur des sciences humaines, est vraiment, nous inspire au mémorial du camp Rivesaltes, où nous croisons les approches dans toutes nos instances. Je pense au conseil des recherches scientifiques dirigé par l'historien Laurent Joly, ou dans le conseil pédagogique dirigé par l'inspecteur général d'histoire de Jean Falaise, pour précisément, ensemble, faire progresser la connaissance historique du lieu et puis faire vivre la mémoire. Alors les travaux de Marc Bloch nous sont au quotidien très précieux. C'est ce que je voulais dire très simplement aujourd'hui, à plusieurs titres. D'abord parce qu'il nous faut faire vivre simultanément les mémoires et l'histoire au sein d'un même lieu, et à Rivesaltes, j'ai envie de dire, que de mémoires plurielles et que d'histoires multiples, puisque avec l'ouverture du camp Joffre en 1941, en janvier 1941, l'ancien aura été d'abord le théâtre, mais aussi le témoin, finalement, de conflits de tout le second XXe siècle. Avec, bien sûr, dans un premier temps, il aura vu transiter des républicains catalans, espagnols, qui fuient, bien sûr, le régime franquiste, mais ensuite des tziganes, des nomades français, rappelons-le, persécutés par l'État français, puis ensuite des juifs étrangers, qui seront, vous le savez, au nombre de 7383 internés à Rivesaltes, dont 2289 partiront pour les camps de la mort. Et puis ensuite, un petit peu plus tard, les prisonniers de guerre de l'Axe,
bien entendu, à partir de 1945 jusqu'en 1948. Il y a aussi des prisonniers politiques entre Algériens en 1954. Et puis enfin, les supplétifs de l'armée française, les harkis, les Guinéens, bien sûr, jusqu'en 1966. Et puis avant, finalement, d'abriter, jusqu'en 2007, un centre de rétention administrative. C'était pour moi très important qu'on le rappelle. Et cette histoire douloureuse, elle est aussi notre histoire. Elle est notre histoire et elle fait de ce lieu un haut lieu des mémoires en France, évidemment, mais c'est aussi un laboratoire de recherche historique que je souhaite le plus ouvert possible aux universitaires, aux étudiants, transfrontaliers. Donc voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus au mémorial du camp de Rivesaltes. Mais c'est enfin, et je terminerai par là, une institution, un lieu d'éducation citoyenne, un outil d'éveil des consciences, ce lieu, aux valeurs humanistes si chères, et là je parle sous contrôle de sa petite fille Suzette, si chères, je crois, à Marc Bloch, qui l'ont toujours guidé dans son parcours et pour lesquels il a finalement donné sa vie. Donc quel exemple inspirant pour chacune et chacun. Merci. Alors je donne quelques mots sur l'organisation pour que vous soyez bien au clair sur ce qui va se passer. On va faire donc là une première session qui correspond à une période plutôt de Marc Bloch contemporaine d'une certaine manière, puisque donc Suzette Bloch va intervenir. Merci beaucoup à tous les deux. Et ensuite, moi-même, je vais évoquer des aspects sur l'historien Marc Bloch, le combattant et la question sur des 30 fêtes. Donc, ce qui correspond en gros à Marc Bloch contemporaine d'une certaine manière. Et une fois qu'on aura terminé nos deux interventions, sous la présidence de Michel Cadet, que je remercie aussi, qui a accepté de venir modérer et présider cette session, on fera un débat avec le public, parce que c'est important qu'on puisse avoir un échange avec les étudiants, puisqu'il y a des étudiants ici de notre licence et de notre master d'histoire, et aussi avec le public qui est de qualité, puisqu'on a obligé les gens à s'inscrire, et donc on a vu qu'on a quand même un très bon niveau de présence. On vous remercie. Donc, après ça, on fera une petite pause pour pouvoir aller s'aérer un petit peu quand même, parce que bon, c'est très chaud, il n'est pas encore très bien disons, ventilé, comme on dit. Et puis ensuite, on aura une deuxième session avec donc Marc Onessa, qui est professeur d'histoire moderne, qui est spécialiste d'histoire rurale et qui évoquera les questions autour de Marc Bloch comme étant un des historiens qui permet de transformer l'histoire rurale, entre autres, et avec cette vision de long terme. Ah oui, merci. Et Claude Danjean, qui est professeur d'histoire médiévale, bon, vous savez que Marc Bloch était médiéviste, et donc qui évoquera aussi Marc Bloch du point de vue des médiévistes, et puis des questions qui sont propres aux recherches de Claude Danjean, qui est notre collègue d'histoire médiévale, professeur d'histoire médiévale de l'université de Perpignan. Donc j'invite Suzette et Michel Cadet à venir ici pour la première session. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les conserver pour qu'elles soient posées au moment de la discussion qui sera après les deux interventions. Vous avez vu que notre vidéoprojecteur est un peu fatigué, donc c'est pour ça que j'ai plongé dans la pénombre le premier rang. Si j'allume ici, en fait, vous ne verrez rien derrière. Alors pour l'instant, c'est pas dramatique, mais il y aura je crois, 2 ou 3 diaporamas, donc c'est dommage qu'on puisse vraiment rien voir. On met une chaîne qui te met à droite. Ça passe ?
bien, il me revient la tâche agréable et pénible à la fois de présider. Bon, Michel Cadet, je suis historien contemporain, je suis professeur émérite à l'Université de Perpignan, et voilà, c'est tout. Et pour le... Ben oui, parce que c'est pas un de mes propres discours que vous attendez, donc je vais passer tout de suite la parole à Suzanne Bloch. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, mon intervention va être... je vais d'abord vous brosser... Là, c'est mieux? Oui. Donc, je vais vous brosser un portrait familial, si je puis dire, de Marc Bloch, mon grand-père, et je vais axer le reste de mon intervention plus particulièrement sur Marc Bloch et l'enseignement. C'était il y a 80 ans et quelques mois, le 16 juin 1944. L'éminent historien Marc Bloch, un homme à l'allure distinguée, petit et mince, portant des fines lunettes cerclées d'intellectuels, était abattu à la mitrailleuse vers 21h dans un champ entouré de broussailles près du village de Saint-Didier-de-Formont, dans le département de l'Ain, à une quarantaine de kilomètres de Lyon. 10 jours seulement après le débarquement allié en Normandie. Avec 29 camarades, il avait été extrait de la prison de Montluc à Lyon, menotté puis emmené par camionnette vers ce champ de la mort. Il avait été arrêté le 8 mars 1944, transféré à l'école de santé militaire, quartier général de la Gestapo, dirigé par Klaus Barbie. Il y fut torturé sauvagement avant d'être incarcéré dans le fort de Montluc. Entre les murs de cette forteresse militaire du XIXe siècle, transformée en prison surpeuplée par les Allemands, il fut jeté dans une des 122 cellules de 4 mètres carrés, occupées chacune par 8 prisonniers. Il y passa presque 3 mois, entrecoupés de terribles séances de torture. Il avait 57 ans, une femme et 6 enfants. Il était mon grand-père. Je ne suis ni historienne ni universitaire, je suis juste sa petite fille. Je n'en tire ni gloire ni prestige, mais de la fierté. C'était un médiéviste, un historien peut-être le plus important du XXe siècle, aux méthodes pionnières, étendant le champ de la recherche historique à la sociologie, la géographie, la psychologie, l'économie, la photographie, l'ethnographie, l'archéologie, etc. Il renouvela profondément l'histoire, la révolutionna, mettant fin à l'histoire diplomatique, événementielle, chronologique, à celle qui relatait la vie des grands personnages. Il introduisit la méthode de l'histoire comparée pour construire une histoire globale. Cette année 2024 n'est pas seulement celle des 80 ans d'exécution de Marc Bloch, mais aussi le centenaire de la publication de l'un de ses ouvrages majeurs, Les Rois thaumaturges, que vous trouverez ici, dans lesquels il étudie le pouvoir royal de guérison des écrouelles par le toucher au Moyen-Âge. Creuset de l'anthropologie historique, il fait dans ce livre, pour la première fois, de la sacralité, des mentalités et des légendes, des objets historiques à part entière, renversant la table académique, si je puis dire. Ce grand savant a été martyrisé, piétiné, assassiné par la barbarie nazie et ses supplétifs, pour avoir mis ses actes en accord avec son idéal humaniste et démocrate, en s'engageant dans la résistance. Il avait déjà combattu durant toute la Première Guerre mondiale, puis pendant la drôle de guerre de 39-40, où il fut mobilisé
à sa demande malgré son âge et sa famille nombreuse. Il en témoigna dans un livre incroyable, L'étrange défaite, que je vous recommande de lire si ce n'est déjà fait. Longtemps, nous n'avons pas voulu croire que les brutes avaient éteint cette lumière, écrit Georges Lattmann, son camarade, qui dirigeait clandestinement Franc-Tireur, journal de la résistance. Nous ne pouvions pas supporter cette image. Marc Bloch livré aux bêtes nazies, ce type si parfait de l'unité française, d'humanisme exquis et profond, cet esprit devenu une proie de chair aux mains des plus vives, ajoutait-il dans un avant-propos à la première édition de L'étrange défaite. Après la défaite de la France face à l'Allemagne nazie en 1940, Marc Bloch doit abandonner son poste de professeur à la Sorbonne. Il est détaché à l'université de Strasbourg, elle-même repliée à Clermont-Ferrand. Touché par le statut des Juifs d'octobre 1940, il est exclu de l'enseignement, puis rétabli pour service exceptionnel rendu à la France et affecté en 1941, mais dans des conditions difficiles, à l'université de Montpellier. Avec l'occupation allemande de la zone libre, la zone dite libre, c'est-à-dire la moitié sud de la France, le 11 novembre 1942, Marc Bloch doit quitter Montpellier. Il se réfugie avec sa femme et enfants dans la Creuse, où il possédait une maison. Il est interdit d'enseignement. Pour ce patriote, antifasciste, citoyen épris de liberté, humaniste, chantre de l'esprit critique, il ne reste alors pas d'autre alternative que l'action. La dernière note d'un carnet qu'il avait tenu de 1917 à 1943 s'intitule « L'action nécessaire », avec cette citation de Thierry Mounier « Ceux qui ne décident pas à agir, le monde les astreint à subir ». Entre fin 1942 et début 1943, à 56 ans, il rejoint la résistance. Il trouve une filière que ses deux fils aînés, dont mon père Louis, rallie via l'Espagne les Français libres de Gaulle en Afrique du Nord ou à Londres, et met à l'abri ses autres enfants et sa femme. Il plonge alors complètement dans la vie clandestine, s'installe à Lyon, intégrant le mouvement Franc-Tireur. Il devient rapidement un des 3 membres du directoire régional des mouvements unis de la résistance, MUR. Sous les pseudonymes de Chevreuse, puis Arpajon et Narbonne, il constitue les comités de la libération de la région et met en place le dispositif de l'insurrection pour les 10 départements qui dépendent de Lyon. Il vit dans un modeste appartement de Caluire sous le nom de M. Blanchard. Marc Bloch continue malgré tout son activité intellectuelle. Il collabore à un nouvel organe de la résistance, les Cahiers politiques, dont il devient rédacteur en chef, et à la Revue Libre, éditée par le mouvement Franc-Tireur. Tout de suite, dans notre vie haletante, traquée, forcément bohème, j'admirais le souci de méthode et d'ordre qu'apportait notre cher maître, témoigne encore son camarade de résistance Georges Lattmann. Et l'on vit bientôt le professeur en Sorbonne partager avec un flegme étonnant cette épuisante vie de chien de rue que fut la résistance clandestine dans nos villes, ajoutait-il. Marc Bloch aimait avec passion son métier d'enseignant. Dans l'enfer de la prison nazie, pour passer le temps, selon les témoignages, il se remet dans la peau d'un professeur de Sorbonne, enseigne l'histoire de France à un jeune résistant et lui explique les types de culture agraire. Si j'en réchappe, je reprendrai mes cours, disait-il souvent à ses camarades. L'érudition, l'amour des livres, des idées, des études, pour Marc Bloch, est un héritage qui remonte à très loin, jusqu'au XVIIe siècle, avec Aryeh Lowe Ginsburg,
dit le Shagat Aryeh, ce qui veut dire, traduit de l'hébreu, le lion rugissant. Né en 1695 en Biélorussie et décédé en 1785 à Metz, ce dernier parcourt l'Europe à bord de sa charrette pour dispenser son enseignement religieux. Il crée des yeshivas, académies d'enseignement supérieur juif, où est étudiée la Torah et où sont formés les talmudistes. Une révolution à une époque où les écoliers juifs les plus prometteurs étudiaient auprès de rabbins réputés hors de toute école. Visionnaire, Ariello met en place ce qui sera les prémices de la yeshiva moderne, à savoir une institution indépendante de toute communauté juive locale. Ce nouveau système d'enseignement sera ensuite considérablement développé. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec l'avènement des Lumières, de la Réforme et de la Hakashkala, un mouvement progressiste de pensée juive inspiré des Lumières, les esprits brillants juifs cherchaient une organisation centralisée de leurs enseignements pour pouvoir rivaliser avec ces mouvements, mais aussi ne plus se limiter à l'étude de la Torah. La renommée d'Ariello gagne toute l'Europe. Il acquit une réputation de quasi-sainteté. Il pose sa candidature à 70 ans au poste de grand rabbin de Metz. S'il ne sait pas le français, il n'en connaît pas moins 1000 sciences profanes, dit la tradition familiale, qui s'est transmise de génération en génération, jusqu'à moi notamment. Sa candidature est acceptée et il devient grand rabbin de Metz, poste qu'il assume jusqu'à l'âge de 90 ans, où, malencontreusement, un rayonnage de sa bibliothèque tombe sur la tête. Il en Il est l'auteur d'ouvrages théologiques importants qui sont encore lus et commentés aujourd'hui. Il était le trisaïeul du grand-père de Marc. Son fils, Asser Lyon, également grand rabbin de Metz, puis de Karlsruhe en Allemagne, traduisit en yiddish Platon et Voltaire. La fille de ce dernier épousa Alexandre Aron, né en 1796, un homme remarquable, très attaché à la culture française, un homme doux et très cultivé, avec la réputation d'un sage que l'on venait consulter de loin, selon les archives familiales. Il devint rabbin de Fegersheim, au sud de Strasbourg. Sa fille se maria avec un certain Marc Bloch en 1847, instituteur à Fegersheim et grand-père de l'historien Marc Bloch, qui hérita de son prénom. Orphelin dès la petite enfance, ce futur instituteur réussit à se cultiver par lui-même et fut admis à l'école normale de Nancy, où il était le premier et seul écolier juif. Il obtint la première place au concours d'entrée d'une école juive créée par la municipalité de Strasbourg, dont il devint directeur jusqu'à sa mort en 1880. Je vous laisse respirer. La Révolution française a émancipé les Juifs dès 1791 et en a fait des citoyens français à part entière, leur permettant d'intégrer peu à peu le système d'enseignement public puis laïque. Mais c'est avec Gustave Bloch, le père de Marc Bloch, que prend véritablement naissance la tradition laïque et athée de la famille Bloch. Né en 1848, étudiant brillant, Gustave Bloch entre à l'école normale supérieure juste avant la guerre franco-allemande de 1870. Reçu premier à l'agrégation, il fut admis à l'école française d'Athènes, puis gagna Rome en 1874, où il fit partie de la première promotion de l'école française de Rome, institut de recherche en histoire et archéologie qui venait d'être fondé. Il fut ensuite nommé maître de conférence à l'école normale supérieure, puis en 1904, professeur à la Sorbonne, titulaire d'une chaire d'histoire ancienne créée pour lui.
Historien de grande réputation, il était, selon les témoignages de ses étudiants, un merveilleux enseignant. J'ai lu quelques-uns de ses écrits et j'ai été frappée par la clarté, la fluidité et la simplicité de son écriture, qualité dont a hérité Marc Bloch. Ce père fut son guide. J'ai dû à mon père ma meilleure formation d'historien. Ces leçons commencées dès l'enfance et qui depuis n'avaient jamais cessé ont marqué une empreinte que je voudrais ineffaçable, explique Marc Bloch dans l'avant-propos des droits thaumaturges. Marc Bloch passa toute son enfance, son adolescence et ses premières années d'adulte à Paris. Toujours le premier de sa classe, au lycée Louis-le-Grand, Marc Bloch passe son baccalauréat avec la mention très bien. Élève de premier ordre, d'une fermeté de jugement, d'une distinction et d'une curiosité d'esprit vraiment remarquable, se félicite le proviseur du lycée. À 18 ans, il passe le difficile concours de l'école normale supérieure, obtient une bourse d'études et passe en 1908 l'agrégation d'histoire et géographie. En 1908-1909, il fait plusieurs séjours universitaires à Berlin et Leipzig, où il se familiarise avec les travaux et les méthodes de l'école historique allemande. De 1909 à 1912, il est boursier à la Fondation Thiers et publie ses premiers articles d'histoire médiévale. De 1912 à 1914, il est professeur d'histoire de géographie au lycée de Montpellier, puis d'Amiens. Dans ce lycée, en juillet 1914, dans un discours de distribution des prix qu'il intitule « Critique historique et critique du témoignage », il expose pour la première fois un aspect de sa conception générale de l'histoire. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Je suis un peu petite. Alors, après la Première Guerre mondiale, il termine comme capitaine après avoir reçu 4 citations et la Croix de guerre et la Légion d'honneur pour ses actions militaires. Il est nommé en 1919 chargé d'histoire du Moyen-Âge à la faculté de Strasbourg. En 1920 est publiée sa thèse de doctorat d'État, Roi et cerf, un chapitre d'histoire capétienne qu'il a soutenu à la Sorbonne. Il va rester jusqu'en 1936 à Strasbourg comme professeur d'histoire du Moyen-Âge. Il y accomplit l'essentiel de son œuvre d'enseignant et de chercheur. En 1929, avec Lucien Febvre, il fonde les Annales d'histoire économique et sociale. En 1936, il part à Paris, où il est nommé à la Sorbonne, maître de conférence, puis professeur en chaire d'histoire économique. Le 24 août 1939, il est mobilisé face aux soldats de l'Allemagne nazie. Je vous ai décrit longuement la formation de Marc Bloch pour pouvoir situer dans le temps et l'espace le rôle fondamental de l'enseignement et de la recherche dans la production intellectuelle et le patrimoine culturel de l'humanité. Cet enseignement mis à mal de nos jours dans trop de pays, avec le développement et l'emprise du capital financier sur la matière grise et les défis d'accélération incroyable de la vitesse de communication, l'Internet, de la dématérialisation des ressources intellectuelles et l'essor de l'intelligence artificielle. Tant d'avancées de l'intelligence humaine qui pourraient être mises au service du bien commun, mais qui sont toujours plus préemptées par des intérêts privés ou une élite médiocre. Suivons les leçons de Marc Bloch pour qui, sans le passé, le présent reste inintelligible. Je n'ai pas le temps de revenir sur les grandes réformes qui ont accompagné en France les années de formation de Marc Bloch, et puis ce serait fastidieux. Juste un rapide coup d'œil. Comme l'explique l'historienne américaine Carol Fink dans sa biographie sur Marc Bloch,
une vie au service de l'histoire. La Troisième République, qui dura de 1870 à 1940, était un laboratoire dynamique d'innovation pédagogique. Je la cite. Aiguillonnés par le défi que représentait le Second Reich, les réformateurs de l'éducation voyaient en l'école publique une réponse curative aux blessures sociales et politiques de la France après Sedan. La défaite de la France à Sedan, face à la Prusse, entraîne la chute du Second Empire de Napoléon III et l'avènement de la Troisième République. Les lois que fait voter Jules Ferry entre 1879 et 1886 créent un système éducatif centralisé et normalisé, qui, à l'école publique, substitue l'éducation civique à l'éducation religieuse, à présent interdite. Marc Bloch fut nourri par cette émulation et cette ébullition intellectuelle, familiale, universitaire. Esprit brillant, une curiosité insatiable, d'une force de travail hors du commun, il aimait avec passion son métier d'enseignement, le jeu ridicule. Engagé corps et âme dans les soubresauts de son temps, il voit le monde des Lumières sombrer sous la botte du nazisme. L'étrange défaite analyse implacablement ce que Marc Bloch qualifie de plus atroce effondrement de notre histoire, à savoir l'incroyable défaite de l'armée française en 39-40 face à l'Allemagne nazie et qu'il attribue à la faillite des élites d'un système, à l'incapacité du commandement. Ce témoignage a été écrit en pleine rage par Marc Bloch. Sa passion, l'enseignement, y est aussi passé au crible. Celui de l'école de guerre, mais pas seulement, tout l'enseignement. Je le cite. Tout professeur le sait bien, et un historien peut-être mieux que personne. Il n'est pas pour une pédagogie de pire danger que d'enseigner des mots au lieu de choses. Piège d'autant plus mortel en vérité que les jeunes cerveaux sont à l'ordinaire déjà trop enclins à se griser de mots, à les prendre pour des choses, en style. Il faut se méfier des vieux pédagogues. Ils se sont constitués forcément au cours de leur vie professionnelle tout un arsenal de schémas verbaux auxquels leur intelligence finit par s'accrocher comme à autant de clous, parfois passablement rouillés. Il poursuit. En outre, étant hommes de foi et de doctrine, ils inclinent le plus souvent, sans s'en douter, à favoriser parmi leurs disciples les dociles plutôt que les contredisants. Rares du moins sont ceux qui conservent jusqu'au bout un cerveau assez souple et vis-à-vis de leur propre parti pris, un sens critique assez délié pour échapper à ces péchés de métier. Toujours dans l'étrange défaite, il lance un appel aux instituteurs, mes frères, qui, je le cite, avaient su créer dans notre pays, aux lycées somnolents, aux universités prisonnières des pires routines, le seul enseignement peut-être dont nous puissions être fiers. Dans une France libérée, ne songeriez-vous pas à changer quelque chose aux leçons que vous professiez hier, exhorte-t-il. Suivent quelques pages virulentes critiquant les carences de l'éducation nationale. Il est particulièrement sévère envers l'enseignement de l'histoire qui accorde au monde contemporain une place sans cesse plus exclusive. Le passé a beau ne pas commander le présent tout entier, sans lui le présent demeure inintelligible, explique-t-il. Pour lui, là, dans ces carences, se trouve une partie des causes de la défaite. Notre politique rénale après 1918 s'est fondée sur une image périmée de l'Europe. Marc Bloch, avec son collègue Lucien Febvre, avait dès 1937 publié dans les Annales d'histoire économique et sociale un texte très critique intitulé « Le problème de l'agrégation ». Dans cet article, assez technique, les deux historiens démontrent en détail les mécanismes de ce concours, pointent ses défauts,
Mais ils font également des propositions de remaniement en profondeur. Ils bâtissent un programme, disent-ils, que nous proposons aux réflexions qui intéressent l'avenir de nos disciplines. Nous nous pensons, écrivent-ils, comme le porte-parole d'une sorte d'expérience collective diffuse. Mais Marc Bloch devait aller encore beaucoup plus loin, construisant dans la résistance, alors que le danger et la mort rôdent à chaque instant, un projet de grande réforme de l'enseignement. Note pour une révolution de l'enseignement. Tel est le titre de ce projet étonnant, publié en juillet 1943 dans les cahiers politiques, la revue clandestine du Conseil national de la résistance. Il esquisse les grandes lignes de cette révolution en proposant rien moins que la suppression des grandes écoles. L'enseignement supérieur a été dévoré par les écoles spéciales de type napoléonien, écrit-il. Il propose de les remplacer par, je cite, quelques instituts d'application technique permettant la préparation dernière à certaines carrières, après toutefois un passage obligatoire dans les universités. Il appelle à la reconstitution des vraies universités, en souple groupement de disciplines et au rétablissement des écoles normales supprimées par Pétain et qui formaient les instituteurs. Il fustige l'abus des examens et le culte du succès substitué au goût de la connaissance et la crainte de toute initiative. Le bachotage est une des tares les plus pernicieuses de notre système actuel. Ça rappelle quelque chose, ça sera surtout drôle. La tâche sera rude, prévient Marc Bloch. Elle n'ira pas sans déchirement. Il sera toujours difficile de persuader des maîtres que les méthodes qu'ils ont longuement et consciencieusement pratiquées n'étaient peut-être pas les meilleures. À des hommes mûrs que leurs enfants gagneront à être élevés autrement qu'eux-mêmes ne l'ont été. Aux anciens élèves de grandes écoles, que ces établissements, parés de tous les prestiges du souvenir et de la camaraderie, doivent être supprimés. Je vous invite à lire plus avant ce texte peu connu. Je suis sûre que certains se posent la question, et si Marc Bloch avait échappé à la mort, serait-il devenu à la Libération ministre de l'Éducation? Ces propositions auraient été mises en place. Je laisse le soin à un spécialiste d'étudier ce qu'il advint du système éducatif français après-guerre, et si les propositions révolutionnaires de Marc Bloch ont été retenues. Malheureusement, il semble que ces mots sont toujours d'actualité. Pour finir, je voudrais évoquer rapidement l'épouse de Marc Bloch, Simone Vidal, ma grand-mère, une femme remarquable, restée injustement dans l'ombre. Quand elle a pris l'arrestation de son mari en mars 1944, elle s'installa à Lyon avec leur fille aînée Alice. En mauvaise santé, elle meurt le 2 juillet 1944, peu de temps après Marc Bloch, de privation et de maladie dans un hôpital lyonnais, interné sous un faux nom. Son corps fut jeté dans la fosse commune et nous n'avons jamais pu le réunir avec celui de notre grand-père. Elle est morte sans savoir la fin tragique de son mari. Peu de jours avant, elle écrivait, le 24 juin 1944, à son fils Jean-Paul, jeune adolescent réfugié dans une ferme. Voici un extrait de cette lettre, évidemment codée, où elle parle, selon mon interprétation, de Marc Bloch, qu'elle appelle Maurice ou Marcel. Je lis. Quant à Maurice, je t'avais peut-être écrit une fois en parlant de lui comme Marcel. On l'appelle plutôt l'un, tantôt l'autre, et c'est de là que vient la confusion. Il a reçu les colis, c'est tout ce que je peux ajouter aux nouvelles de ma dernière. Simone, toujours dans cette missive, explique à son fils qu'elle vient de lui faire parvenir un livre du poète Ronsard, lui précisant même les passages les plus importants à étudier. Marc Bloch
écrivait son camarade de résistance Georges Altman, avait toujours un livre à la main dans ses courses clandestines. Les derniers que je lui vis en main étaient en Ronsard, et un recueil de familiaux français du Moyen-Âge. Mon grand-père et ma grand-mère, un couple fusionnel jusqu'à la fin. Cousins, cousines, petits-enfants, arrière-petits-enfants, nous avons toutes et tous reçu en héritage les valeurs morales et l'engagement dans la cité, pour la justice, la liberté et la vérité, au nom duquel ce grand-père a tout risqué, sa vie, sa carrière. Nous tentons, chacune et chacun à son niveau, de préserver ce legs, surtout en cette période où l'extrême droite s'installe un peu partout, où les héritiers du fascisme et du nazisme menacent à nouveau nos démocraties. Organiser cet hommage à Perpignan, vivre dans ce temps paré le RN, parti héritier de la FNSS, est à cet égard plus qu'un symbole, un acte fort. Je remercie d'autant plus les historiens Jérôme Guaretti, Nicolas Marty et M. Cadet, à l'origine de cet hommage, mais aussi tous les autres intervenants, l'Université de Perpignan, notre partenaire au mémorial du camp de Rivesaltes, la librairie Torquatis, et bien sûr, vous, ce formidable public intergénérationnel. Merci de m'avoir écouté avec patience. Merci beaucoup Suzette de cette très belle intervention qui n'était pas facile car il n'est jamais facile de parler des siens en même temps qu'on fait de l'histoire et je trouve que tu as bien dominé le sujet. Par ailleurs, j'ai personnellement, et je pense que je n'étais pas le seul, appris beaucoup de choses sur Marc Bloch, au moins sur ses origines et aussi sur sa généalogie, ce cheminement en fait d'une famille de l'Est de la France, mais jusqu'au plus haut sommet sans doute de la culture française. C'est quelque chose à la fois d'émouvant et d'intéressant. Et puis, c'est vrai aussi que tu as réussi une autre performance, c'est celle de rester dans les temps, ce qui effectivement n'est pas toujours facile. Et donc, je vais maintenant laisser la parole au professeur Nicolas Marty, donc, qui est professeur ici, en histoire contemporaine, et qui intervient sur Marc Bloch, historien, universitaire, témoin et résistant. Donc sur, en fait, comme un peu toi, sur la partie contemporaine, si je veux dire contemporaine, par le fait que c'était son temps, contemporaine de Marc Bloch. Voilà. Je veux juste dire que c'est ma formation de journaliste qui m'a aidé à parler juste dans les temps. Mais, merci aux écoles de journalisme. Bon, merci Michel pour ce transfert de parole et merci beaucoup à Suzette pour la présentation entre témoignage et histoire de la trajectoire familiale. Mon rôle va être assez modeste en fait aujourd'hui, c'est simplement de contextualiser et de reprendre d'une certaine manière cette trajectoire en essayant de la rendre peut-être plus intelligible, un témoignage plus personnel qui est celui de Suzette, et de peut-être le faire un peu comprendre dans ses particularités spécifiques, disons. Donc je vais reprendre certains éléments, je vais essayer de ne pas être redondant du tout avec ce qu'a dit Suzette, mais pour peut-être expliquer un peu mieux ou différemment, parce que l'objectif n'était pas effectivement initialement pour Suzette de faire une présentation totale de la trajectoire et de la carrière de Marc Bloch, bien sûr. Alors je voudrais revenir d'abord sur un certain nombre d'éléments
sur sa famille. Pour peut-être contextualiser un peu, je voudrais tourner autour de 3 éléments. Hein. D'abord sa famille et sa formation, pour apporter des commentaires sur ce qu'a dit Suzette. D'autre part, de revenir sur ce qui fait de Marc Bloch un historien de premier plan, sans vouloir insister beaucoup sur l'aspect de l'histoire médiévale, de l'histoire globale, de ces éléments-là pour lesquels je ne suis pas du tout pertinent. Puisqu'on a un médiéviste et un spécialiste aussi qui vont intervenir tout à l'heure. Mais plus pour l'installer dans le contexte historien en fait, de cet entre-deux-guerres français. Et ensuite revenir également sur cette période très particulière de la guerre et de ce qui produit en fait pendant cette période et dans quelles circonstances concrètement. Je pense qu'on peut d'ores et déjà tirer une conclusion de cette première partie, c'est que l'amphithéâtre 6 a besoin de lubrifiant pour se porter. Ça c'est une première conclusion. Malheureusement, le doyen ne peut pas rester. Alors, proposer soit du 3 en 1, soit je ne sais pas, des choses comme ça. Bon, bref, pardon. Je reviens. Si je vois ce que je veux dire. Donc, le premier point que je voulais évoquer, c'est effectivement sur la formation et la famille. Je pense que c'est important de revenir sur ce contexte alsacien qui a été évoqué par Suzette pour comprendre ce qui se produit en 1870, après 71, après le traité de Francfort, après la défaite de la France. Il faut savoir donc que la famille de Marc Bloch, c'est ce qu'on appelle des optants, c'est-à-dire des gens qui ont opté pour la nationalité française alors qu'ils étaient alsaciens, et ce qui signifiait qu'ils étaient obligés de quitter le territoire. Les optants, ceux qui avaient choisi la nationalité française, étaient obligés de partir de l'Alsace et de renoncer à leur vie en Alsace pour vivre en France. Puisque l'Alsace n'était plus la France, l'Alsace est devenue un pays du Reich wilhelmien, donc de Guillaume Ier, et qui considérait, vous savez que c'est la grande controverse entre la vision de la nation en France et la vision de la nation en Allemagne, la vision de la nation française qui a été portée par Fussel de Coulanges, par Renan, qui disait que c'est un plébiscite de tous les jours, la volonté de vivre ensemble, le sentiment d'appartenir à un ensemble commun, etc. Alors que la vision germanique, c'est une vision qui est tirée d'un philosophe du début du XIXe siècle qui s'appelle Herder, donc on appelle Herderien, qui est qu'on est germanique parce qu'on l'est par la naissance et par la langue, et que on n'a pas à choisir ou pas d'être germanique, on l'est parce que fondamentalement, par essence, on est germanique. Et donc, les Alsaciens qui étaient de culture germanique, mais qui adhéraient à la France depuis très longtemps, étaient l'objet de cette controverse. Et c'est pour cette raison que le Reich wilhelmien a expliqué que si on n'acceptait pas la vision germanique, si on ne se sentait pas à ce moment-là, on devait absolument quitter le territoire. Donc cette famille a quitté donc, le territoire alsacien parce qu'ils se sentaient totalement français. Et ça correspond à une génération, je pense que Suzette l'a bien fait sentir, à une génération de juifs dans toute la France qui aussi voyaient dans l'avènement de la République une sorte d'épanouissement de l'homme qui permettait en fait de poursuivre pratiquement la vision hébraïque de la libération de l'homme. Et il y a un collègue qui s'appelle Pierre Birnbaum qui a écrit un livre qui s'appelle Les Fous de la République et qui a montré qu'effectivement il y a une génération qui a adhéré très fortement à la République et le père, donc Gustave Bloch et Marc Bloch sont vraiment des exemples de ce processus de ces Alsaciens et aussi des Juifs de France qui se sentent totalement dans le périmètre républicain. Ils ne sont pas français, hein, ils sont surtout, oui, bien sûr ils sont français, mais ils sont surtout républicains parce que la France c'est la République. Hein, et donc ils sont donc dans cette trajectoire, dans ce processus qui est vraiment puissant. Qui fait que, alors bien sûr il n'y a pas que des Juifs alsaciens qui ont quitté l'Alsace, mais il y a une partie significative de la population alsacienne qui a quitté l'Alsace entre 1870 et 1872. Donc c'est le cas effectivement du père de Marc Bloch, et donc c'est dans ce contexte-là de fou de la République, hein, j'aime bien le titre de Pierre Birnbaum,
Michel Steber, qui est ici, m'a transmis également un texte que Marc Bloch a écrit pendant l'occupation. Il disait pourquoi je suis républicain, et qui est un texte qui est frappant parce qu'effectivement, pour lui, la République, c'est l'émancipation de l'homme la plus poussée. On va rester bien sûr à une vision politique, les visions sociales sont un peu différentes. Alors, ensuite, j'ai bien aimé la référence qu'a faite Suzette au projet, parce que ce sont des projets qui ont été faits pendant la réflexion sur une France qui est en voie en nécessité absolue de renaître, hein, puisque c'est le cas en 1870. La défaite de 1940 a fait oublier le choc incroyable que représente la défaite de l'Empire en 1870-71. Il y a la défaite de Sedan, et puis ensuite la République qui continue le combat, et puis qui malheureusement doit être obligée d'arrêter le combat en 1871. Alors ça, c'est aussi un traumatisme extrêmement fort, dont il faut comprendre qu'il a été à l'origine d'une des grandes réformes de l'histoire, puisque les historiens, mais pas que les historiens, pratiquement tous ceux qui pensent à l'avenir de la France se disent « Nous avons été défaits par l'Allemagne, donc on va se tourner vers l'Allemagne pour comprendre ce qu'ils ont de mieux que nous. » en fait. Et tout le monde s'est tourné, alors il faut faire de la gymnastique, il faut faire marcher au pas, il faut faire, vous voyez, c'est ce genre de choses, il faut faire régénérer les Français, et puis il faut régénérer l'histoire. Vous savez que là où les Français étaient les maîtres, c'était dans une histoire romantique, hein, dont le principal représentant est Jules Michelet. Donc c'est là les grands sentiments du peuple. On comprend la réalité de l'histoire par les passions, les sentiments, et pas du tout par une reconstitution recroquevillée sur certaines choses. Et alors, dans le domaine de l'histoire, il y a toute une génération qui a voulu refonder l'histoire sur la philologie allemande, c'est-à-dire de reconstituer l'histoire comme une science. Et d'ailleurs, on a vu que, à la fois, quelle était, enfin, pour Marc Bloch, quelle était la fascination qu'avaient les historiens pour l'Allemagne, pour l'histoire allemande, pour la philologie allemande, parce que les premiers trajets de Marc Bloch, c'est vers l'histoire allemande. Donc, c'est ce qu'on appelle les historiens méthodistes ou positivistes. C'est important pour comprendre en fait le basculement qui va avoir lieu après, et qui ont en réalité transformé complètement la manière de d'écrire de l'histoire en s'appuyant sur une analyse critique la plus proche des textes possible, avec une manifestation de la preuve. À chaque fois qu'on écrit quelque chose, il faut qu'on puisse le prouver sur des documents. Alors cet aspect est très intéressant, il apporte énormément de choses, et puis il amène aussi une certaine perte de souffle en fait à l'histoire. Parce qu'on peut aussi se retrouver sur des choses qui sont un petit peu pointilleuses, qui ne s'intéressent qu'à certains aspects, une volonté qui reprend un peu le terme d'Auguste Comte qui était le positivisme. On va retrouver la réalité complète du passé en essayant simplement de reconstituer les faits. Voilà ce que doit être l'histoire, c'est dire la vérité en travaillant uniquement sur des documents pour reconstituer les faits. Ça, c'est vraiment l'épanouissement qui s'est développé après la volonté de faire pour les historiens, pour se reconstruire après la défaite de 1870. La défaite de 1870-71, encore une fois, c'est toujours très intéressant de réfléchir à ces points. Elle a été complètement occultée par la défaite de 1940. Nous, quand on parle de défaite, on pense à 1940. On pense beaucoup moins à 1871, 70-71. Alors j'ai bien aimé, c'est ce que je voulais dire, les projets, parce que Marc Bloch, c'est un visionnaire en fait. C'est quelqu'un qui se projette toujours dans l'avenir pour améliorer les choses, porter des choses nouvelles, proposer des éléments nouveaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment remarquable chez lui. Et je dirais que ce qui est presque amusant dans ce qu'il propose dans les réformes pour l'éducation nationale quand il est dans la clandestinité, quand il pense le futur de l'éducation, c'est que lui, normalien et agrégé, il pense qu'il faut supprimer le normal sup et l'agrégation. Et en général, il n'y a que les agrégés et les anciens normaliens qui sont autorisés à dire ça. Si vous n'êtes pas normalien et agrégé, vous n'avez pas le droit de dire qu'il faut supprimer l'agrégation et les codes. Mais bon. Vous savez qu'aujourd'hui, bon, par exemple,
l'État français met 5 fois plus d'argent sur des étudiants qui sont en classe préparatoire que sur des étudiants qui sont en université. C'est bien. Alors, je voulais revenir sur... bon, Suzette a très bien expliqué que cet élève brillant qui était Marc Bloch avait fait donc la Première Guerre mondiale, comme vous savez, naître entre 1880 et 1895 en France, c'est pas une bonne chose. Hein. Bon, c'est une bonne chose pour personne en Europe, quasiment. Mais enfin, c'est quand même un moment très très difficile. Et donc, 1886, effectivement, c'est un homme qui a fait la Première Guerre mondiale, bon, agrégé, normalien, il est déjà universitaire d'une certaine manière. Il est chef de section au début de la guerre, c'est-à-dire un élément de sous-officier, et puis il finit capitaine, et finit capitaine en 1918-19, à la fin de la guerre. Donc c'était pas du tout un planqué, hein. C'était quelqu'un qui était chef de section dans l'infanterie, c'est-à-dire les postes les plus au front possible. Et donc il est fini avec des décorations très importantes. Donc c'est quelqu'un qui aurait pu être déjà comme agrégé dans un état-major en train de rédiger des rapports, des choses comme ça. Non, il n'est pas du tout. C'est quelqu'un qui s'est vraiment retrouvé au cœur des combats. Et ce qu'il dit plus tard, c'est qu'il n'avait qu'une envie, c'est de revenir à son établi pour écrire, pour lire, des choses comme ça. Donc là, ça pourrait discuter. Vous savez qu'il y a un grand thème qui est celui de la brutalisation des sociétés européennes, qui est un des thèmes des historiens qui ont travaillé sur la Première Guerre mondiale, qui considèrent que la violence de guerre s'est diffusée ensuite dans toute la société à cause des combattants qui ont diffusé avec eux cette violence. Avec Marc Bloch, ça ne marche pas du tout, hein, parce que c'est quelqu'un qui a été au cœur de la violence pendant la Première Guerre mondiale, mais qui n'a cessé de faire en sorte que la violence ne se diffuse pas, justement. Bref, je voulais revenir rapidement sur l'Université de Strasbourg. Ça revient un peu sur ce que je veux dire tout à l'heure, sur l'Alsace. L'Université de Strasbourg, il faut comprendre que lorsque le Reich wilhelmien, en 1870, prend l'Alsace, il a décidé de faire de l'Université de Strasbourg la vitrine de l'université allemande et du Reich. De donner le meilleur possible pour que l'Alsace brille de son côté germanique. Hein, vous savez qu'ils ont fait partout en Moselle, en Alsace, ils ont construit des monuments énormes pour la gare de Metz par exemple, des choses comme ça, qui doivent montrer ce qu'est l'Alsace et la Moselle germanique au monde entier. Et donc l'Université de Strasbourg, entre 1870 et 1918-19, au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, ça doit être le phare de l'université allemande. Et donc, en 1919, lorsque l'Alsace revient à la France, les Français veulent faire de l'Université de Strasbourg le phare de l'université française. Donc c'est pas du tout une université de province avec un petit poste là d'assistant. En Alsace, oh la vache, l'Est, il fait frais, quoi. C'est pas du tout ça. C'est une sorte, pour le dire en catalan ou en français, de Dream Team universitaire qui est envoyé à Strasbourg. C'est-à-dire les meilleurs jeunes, les meilleures personnes. C'est pour ça qu'ils se retrouvent avec en histoire Lucien Febvre et Marc Bloch comme étant des jeunes historiens qui représentent l'avenir éclatant de l'histoire en France. Hein, même si c'est vrai que la Sorbonne est très conservatrice aussi, et qu'ils aiment bien que les jeunes brillants aillent voir ailleurs, s'ils ne sont pas. Ça, c'est sûr, évidemment. Donc, l'Université de Strasbourg, où se trouve Marc Bloch pendant l'entre-deux-guerres, c'est une très importante université. Derrière la Sorbonne, c'est la plus importante en France, qui est censée effectivement montrer au monde un peu le modèle germanique en fait d'avant. C'est-à-dire que l'Université de Strasbourg doit être le modèle absolu de l'université. J'ouvre une parenthèse. Vous savez que c'est encore revenu en arrière en 1940, parce que contrairement à ce qu'on dit, la France a été divisée en deux zones, pas du tout. L'Alsace a été rattachée au Reich à nouveau, et l'Université de Strasbourg est devenue un haut lieu des études raciales, etc. Nazi. Bon, d'ailleurs, il y a des collections qui sont mises en avant avec difficulté par l'Université de Strasbourg aujourd'hui. Bon.
Et c'est pas rien si pendant très longtemps, maintenant c'est plus le cas parce qu'il y a eu une fusion malheureusement, c'est un des gros problèmes, si l'université de Strasbourg, après dans la Seconde Guerre mondiale, s'est appelée l'université des lettres, en quoi la faculté des lettres s'appelait l'université Marc-Bloch. Alors, ça a été un scandale parce qu'ils l'ont dénommé Marc-Bloch, parce que l'université de Strasbourg a fusionné, donc toutes les facultés de l'université de Strasbourg ont fusionné, et du coup, la faculté des lettres qui s'appelait Marc-Bloch a disparu. Voilà. Donc, bon, là, c'est un fléau, les fusions d'université, je vous préviens tout de suite. Ça est une illustration de plus. Alors, ce qu'a fait Marc Bloch à Strasbourg, avec Lucien Febvre, c'est ni plus ni moins qu'amener une révolution nouvelle qui est aussi importante, sinon plus. C'est le président de l'Université de Strasbourg qui se plaint amèrement de ce qu'on vient de dire sur les fusions d'université. Bon. Donc, ce qui s'est produit donc pendant cette période, c'est une révolution encore plus importante que celle qu'avaient fait les méthodistes, qui avaient rompu avec les romantiques. Et ce qu'ont proposé Marc Bloch et Lucien Febvre, c'est une rupture radicale pour l'histoire, c'est-à-dire d'ouvrir complètement la pensée historienne. Alors certains collègues considèrent par ailleurs que les historiens deviennent impérialistes, en l'occurrence, parce qu'ils considèrent que c'est Febvre et Bloch, et ensuite Braudel et tous leurs élèves. Ils considèrent que l'histoire, c'est la discipline des sciences humaines majeure. En fait. Tous les autres sont des sciences annexes. En fait. C'est des petits trucs qui viennent nous servir, nous, les historiens. L'anthropologie, la sociologie, je vois Mathilde peut-être qui me regarde bien, attends, parce qu'elle est en sociologie. Donc tout ça, ce sont des disciplines amies qui viennent se mettre au service de la vraie, la seule, l'unique discipline des sciences humaines, c'est-à-dire l'histoire. Et donc ils ont décloisonné complètement l'histoire en allant chercher toutes les autres sciences humaines pour les mettre au service de la compréhension. C'est vraiment la révolution des rois thaumaturges qui va chercher de l'histoire, des mentalités, qui va utiliser les questions de Durkheim sur la vision collective, la vision d'anthropologie, la compréhension fine de la société, la longue durée, etc. Tous ces éléments-là, la profondeur des sociétés, le fait qu'un événement ne peut se comprendre que si on comprend une articulation entre plusieurs couches de réflexion, tous ces points-là, en fait, ils balayent le côté un petit peu étriqué des méthodistes, qui étaient là, oui, mais moi je m'appuie sur ce document et je ne m'intéresse qu'à des documents. Ce que fait Marc Bloch, c'est qu'il fait feu de tout bois. Il va chercher la numismatique, l'archéologie, les travaux d'anthropologie pour comprendre ce qui se passe dans le passé. Et c'est ça la grande révolution des rois thaumaturges de la revue des annales d'histoire économique et sociale, qui s'appelle maintenant Histoire Société. Elle a changé 3 fois de nom, donc les annales d'histoire économique et sociale, ensuite les annales d'histoire, société, civilisation, etc. Bon, en fait, quand on dit les annales, c'est cette école-là qui est maintenant centrée à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc cette école a révolutionné vraiment la pensée de l'histoire et elle a eu, c'est probablement quelque chose qu'on ignore peut-être en France, un retentissement mondial incroyable sur la manière de penser l'histoire. Et donc là, en fait, ils ont fait le job, en fait. Ils ont fait oublier l'histoire allemande dans les années 20-30. C'est exactement... Parce que l'histoire allemande, c'est la philologie, vous voyez. On s'appuie sur la note. Les ouvrages allemands de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, quand vous les lisez, il y a plus de notes de bas de page que de textes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont tombés dans le défaut des romantiques, c'est-à-dire d'avoir des grandes intuitions magnifiques, mais qui ne sont pas trop solides parfois? Pas du tout, parce que l'histoire, elle fonctionne par accumulation. C'est-à-dire que vous verrez dans Marc Bloch un grand défenseur de la note infrapaginale et de la manifestation de la preuve. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'accumulation. On a pris tout le côté positif des méthodistes et on ajoute qu'on ouvre les portes pour comprendre le monde. Beaucoup mieux que simplement s'arrêter. Ça, c'est un fait qui est avéré, je l'en suis sûr, je l'ai vérifié. Donc c'est
tirer le lumière de ce qui existait auparavant pour développer encore plus ce qui pouvait exister derrière. Alors, cette révolution, c'est ces deux hommes, et puis bien sûr aussi ceux qui ont réussi à attirer avec eux, parce que c'est aussi une force de conviction. Hein, et c'est vrai qu'ils ont été critiqués au départ, parce qu'on se fait toujours critiquer quand on est pionnier. Comme on disait dans un roman caricatural un peu au XIXe siècle, hein, les chrétiens qui sont persécutés, les premiers chrétiens sont ceux qui sont tombés sur les lions qui avaient le plus faim, quoi, en quelque sorte. Hein, oui. Parce que c'est sûr que quand on commence, on fait des choses qui rompent avec le passé. Vous savez que par exemple la Sorbonne, c'est vraiment un bastion du conservatisme en fait, pendant très très longtemps. Ça allait rester très longtemps. Et c'est pour ça que la nomination de Marc Bloch à la Sorbonne en 1936, c'est aussi une révolution pour l'université. Parce qu'il a amené vraiment une transformation très très nouvelle dans le bastion de la conservatisme universitaire français. Alors, peut-être revenir rapidement, si le président me donne l'autorisation, de suivre légèrement. Je voudrais revenir sur quelques éléments pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre de 1939-1940, puis l'occupation, pour évoquer un certain nombre de points. Peut-être qu'on ne vous rendez pas tout à fait compte que, en fait, en 1939, Marc Bloch, c'est un historien immense qui est reconnu dans le monde entier, qui a 6 enfants, qui a 53 ans, et qui est volontaire pour s'engager à la mobilisation. Et alors on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Surtout qu'en fait, il n'avait pas du tout suivi toutes les procédures. Vous savez, quand on est officier, on doit faire des périodes de réserve pour améliorer sa formation, etc. Et donc on monte en grade, etc. En fait, lui, il était capitaine en 1919, il était capitaine en 1939 parce qu'il n'a fait aucune des occasions de réserve, parce qu'il disait, moi j'ai pas le temps, je ne peux pas, par contre, je suis volontaire pour partir au combat. Et alors on l'a affecté à l'état-major. On se dit, bon, il sait écrire, donc il va pouvoir faire des rapports, donc très bien, mais il n'a pas voulu rester à l'état-major, même s'il a vu fonctionner un peu, et puis il a voulu être dans un poste d'actif. Donc il a été chargé, il y a les passages dans les tranches des fêtes sont assez savoureux, parce que c'est quelqu'un qui a de l'humour, aussi, beaucoup d'humour. Et donc tout le monde se demande de ce qu'ils vont bien pouvoir faire de ce type. Et finalement, il affecte au service des essences de la première armée. Hein, alors le service des essences, ça paraît pas très important, mais en fait, comme toutes les armées contrairement à ce qu'ont fait les Allemands, vous savez que les Allemands ont fait des divisions blindées, et les Français, ils ont réparti leurs blindés dans toutes les armées. C'était pas la bonne idée. C'était d'ailleurs ce que le général de Gaulle... Le lieutenant-colonel de Gaulle avait proposé, c'était de créer des unités blindées. Bon, l'état-major n'a pas voulu, donc les résultats, il y a des blindés partout et du matériel partout. Bon, mal joué. Mais donc il est affecté là, et de ce service des essences, en fait, il ne faut pas se dire non plus qu'il est à Paris en train de faire de la logistique. Il est avec son armée, et ils se font bombarder. Ils bougent énormément, vous savez, les états-majors à ce niveau-là, ce sont ceux qui sont visés en premier par ceux qui cherchent à désorganiser. Donc, en fait, il a vécu aussi une guerre de 39-1940, notamment pendant la période de mai-juin 40, qui était très rude, en fait. Donc, à 53 ans. Je voulais dire, et c'est de ce point de vue-là qu'il a pu avoir aussi cette vision de l'état-major avec son analyse critique, parce que c'est de ce qui se produit, en fait, comment fonctionne l'armée française. Et donc, une de ses conclusions, c'est qu'il y avait quand même... L'armée française, vous savez, en 1939, c'est la plus grande armée du monde. Tout le monde la trouve incroyable. Mais il voit, en fait, qu'en réalité, il y a beaucoup de problèmes et de défauts. Bon. Je voulais revenir sur la loi d'octobre 1940. On a entendu des candidats à l'élection présidentielle dire que le régime de Vichy protégeait les Juifs. C'est quand même, on l'a entendu. En fait, vous avez vu que Marc Bloch, donc, qui est
un juif français dont la famille a fait le choix de la France pour quitter son pays, il a été donc obligé, par le statut d'octobre 1940, d'être dégagé de la fonction publique. Cet immense historien qui était reconnu dans le monde entier. Alors il se trouve que le secrétaire d'État à l'Éducation nationale, c'était Jérôme Carcopino, qui était un bichiste, hein, mais qui était un célèbre historien de l'Antiquité, et dont l'un des professeurs à la Sorbonne, quand il était jeune, était le père Gustave Bloch, qui était professeur d'histoire ancienne à la Sorbonne. Et donc, il a... Vous avez le document là sous les yeux, même si vous ne voyez pas la chose, c'est celui-là. Il a défendu le fait de réintégrer Marc Bloch dans son poste de la fonction publique. Et donc Marc Bloch a été réintégré, bien qu'il ait été exclu au départ, ensuite il a été réintégré, mais il n'a pas été réintégré à la Sorbonne. Il a été réintégré à l'Université de Strasbourg, les Allemands ayant occupé l'Alsace, l'Université de Strasbourg était en zone libre à Clermont-Ferrand, en zone dite libre, ou la zone non-eau, comme on disait à l'époque, la zone non occupée à Clermont-Ferrand. Et comme son épouse était vraiment était malade à cette époque-là, il a demandé à une mutation à l'Université de Montpellier, où le climat était meilleur. Il connaissait Montpellier, puisqu'il avait été professeur de lycée à Montpellier avant la Première Guerre mondiale. Et donc, ils se sont retrouvés à Montpellier. Et là, le doyen de la faculté, dont le nom ne va être retenu aujourd'hui, je dis ça parce que je ne l'ai pas retenu. J'espère que ça passe inaperçu. Ça s'appelle Flich, je crois. C'est la grande histoire de l'Église. Oui, c'est ça. Oui, ben voilà. Ah, c'est l'histoire de l'Église. Et oui, les catéchiciens à un autre. D'accord. Merci, Claude. Donc, c'était vite, voilà. C'est méchante, mais non, mais il fallait dire. C'est une histoire de l'Église. Hein, voilà. Bon, donc cet historien de l'Église célèbre a considéré que le fait qu'un juif passe cours à l'université de Montpellier était susceptible de troubler l'ordre public, et donc il a demandé aux autorités d'empêcher ce professeur de faire cours. Et donc il a fait 2 cours, et ensuite il a été obligé de s'arrêter, et ensuite il a été mis à la retraite d'office assez rapidement en 1943. Donc voilà le régime de Vichy vis-à-vis des juifs, avec des croix de guerre, anciens combattants, 2 fois anciens combattants, etc. Pour contextualiser un peu. Alors ensuite, je vais revenir très très vite, j'ai fini, sur ce que ça a été évoqué, mais sur la résistance. Bon, et Suzette l'a très bien dit, donc c'est pas la peine. Non, c'est bien. Bon. En fait, Marc Bloch est rentré dans la résistance. Je voulais vous lire ce passage parce qu'il est parti de très bas aussi dans la résistance. Quand il est rentré chez Franc-Tireur, le dirigeant de ce mouvement, Georges Altman, il a écrit ses mémoires, il raconte sa rencontre avec Marc Bloch. Je revois encore cette minute charmante où Maurice, l'un de nos jeunes amis de la lutte clandestine, son visage de 20 ans rouge de joie, nous présentant, ouvrez les guillemets, sa nouvelle recrue. Un monsieur de 50 ans décoré, le visage fin sous les cheveux gris-argent, le regard aigu derrière ses lunettes, sa serviette d'une main, une canne de l'autre. Un peu cérémonieux d'abord, mon visiteur bientôt sourit en me tendant la main et dit avec gentillesse « Oui, c'est moi le poulain de Maurice. » Donc il commence donc, comme, avec un poste qui est plutôt bas, et ensuite il rentre donc dans les mouvements unis de la résistance comme étant des principaux organisateurs de l'insurrection. C'est pas du tout... Alors, il a écrit, hein, vous avez ici la revue Libre, qui était une revue qui était éditée par Franc-Tireur, au cours de laquelle des intellectuels engagés, clandestins, proposaient ce que devait être l'avenir de la France. Et le diffuser de manière clandestine, c'était totalement interne. C'était des réseaux de résistance qui faisaient ça. Mais il a aussi, de notre point de vue, organisé tout le système qui permettait l'insurrection, en fait, de la zone sud. Vous voyez, les mouvements unis de résistance, c'est dans la zone sud, la fusion entre les 3 grands mouvements de résistance qui devaient prendre le pouvoir au moment de l'insurrection décidée par le général de Gaulle quand il donnerait le signal de l'insurrection. Et donc, c'était un de ces organisateurs de cette insurrection, avec la mise en place des comités départementaux de libération, de qui prendrait les armes, où auraient lieu les insurrections, etc. Donc,
C'était pas non plus un intellectuel qui était en train de penser strictement à s'il fallait supprimer l'école normale supérieure. Mauvaise chose. Voilà, je termine. En général, quand on est à l'université, on dit 10 fois qu'on termine, et c'est la 10e fois, c'est plutôt la bonne. Là, cette fois-ci, je vous assure, c'est la bonne. Par l'étrange défaite, bon, Marc Bloch, est un médiéviste, ça fait aucun doute là-dessus, c'est médiéviste. Mais l'étrange défaite, vous savez que le nom, il ne voulait pas ce nom en fait. Le nom qu'il voulait, c'était témoignage. Mais le problème, c'est que le témoignage, c'était pris. Et donc l'éditeur a dit non, on ne va pas reprendre un titre qui a été pris, donc on va appeler l'étrange défaite. Ce qui n'a pas trop plu d'ailleurs à ses héritiers, si j'ai bien compris, mais Suzette pourra nous dire. Donc, ce qu'il fait dans ce livre, que Suzette a bien présenté, c'est vraiment une analyse du temps présent, en allant chercher aussi la profondeur sociale, et en essayant de croiser tout ce qui peut exister. C'est pas seulement l'incurie d'état-major, en fait. C'est toute une profondeur de la société française de la post-guerre de 1914-1918 qui ne peut pas faire face à une nouvelle guerre. Et avec une part très significative pour les élites, mais aussi l'ensemble de la société. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'il fait, c'est qu'il se met en jeu lui-même, et il se considère lui-même comme fautif de sortir de la guerre. Il avait envie de retrouver son atelier, de retrouver ses élèves, et de passer à autre chose, d'être pacifiste, etc. Donc il y a aussi toute une auto-critique permanente. Et il pose une chose qu'on fait souvent avec Mathilde, avec les étudiants de master par exemple, c'est comment on se positionne nous par rapport à une recherche, comment on peut nous dire des choses par rapport à ce qu'on fait dans notre recherche, et ce qu'il apporte essentiellement aussi beaucoup dans un autre ouvrage qu'il a écrit pendant la guerre, c'est l'apologie pour le métier d'historien. Parce qu'il faut savoir que les Allemands ont occupé son appartement à Paris et ils ont pris tous ces dossiers en fait. Donc il n'avait plus ces dossiers de médiévistes. Donc il a écrit quoi? L'étrange défaite, entre juillet et septembre 1940, et apologie pour l'histoire, le métier d'historien, c'est-à-dire de la méthodologie historique. Il ne pouvait plus écrire la médiévale parce qu'il n'avait plus ses archives. Les Allemands ont occupé son appartement et ils ont dégagé sa bibliothèque, ils ont dégagé en 1942. C'est la réalisation des biens à ce moment-là. Donc ce qu'il a apporté avec l'étrange défaite, c'est là aussi d'être précurseur de ce qu'on... Donc on peut faire de l'histoire du temps présent. Avec une conscience historienne, on peut faire de l'histoire du temps présent, on peut faire de l'histoire immédiate. Ça, je vous ai mis le manuel de Jean-François Soulet, qui est un de nos bons collègues sur le manuel d'histoire immédiate. Et je suis heureux d'avoir à mes côtés Michel Cadet, qui a été correspondant local de l'Institut d'histoire du temps présent pendant de nombreuses années. Donc là aussi, il construit cette manière de penser le passé avec aussi une manière de comprendre le présent. Je pense que c'est quelque chose dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Bien. Merci Nicolas, parce que c'était une intervention extrêmement intéressante sur beaucoup de points, avec une façon de naviguer assez intéressante aussi, c'est-à-dire sans... Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de structure, il y a une solide structure, mais sans structure, présent dans le grand 1, grand 3, c'était même plutôt brillant. Alors je suis d'accord avec toi, et après je vais laisser la parole au public, sur le côté histoire du temps présent de l'étrange défaite, parce qu'effectivement c'est presque une anticipation de ce qui va se faire plus tard, puisque l'histoire du temps présent, comme tu l'as souligné avec les travaux de Jean-François Soulet, quelquefois un peu exagéré dans l'amour du temps présent, mais c'est pas grave. Chaque historien est sur sa ligne, hein, et il a tendance à la favoriser, on le fait tous, c'est bien.
quand même, il y a quelque chose dans l'étrange des faits qui m'interpelle beaucoup, enfin qui m'intéresse beaucoup. C'est une description d'une société extrêmement bureaucratisée. Alors sans doute il y a la défaite derrière, sans doute il y a des choses, mais c'est une tendance française extrêmement forte. Et c'est une bureaucratie, en fait, quelquefois on voit ces officiers dont ils parlent, ils pourraient bien faire peut-être, mais il faut qu'ils remplissent 4 feuilles, et quand ils ont rempli leurs 4 feuilles, ils pensent qu'ils ont fonctionné. Et sur la guerre, ça renvoie aussi, enfin, il ne renvoie pas explicitement, mais ça renvoie aussi aux analyses de Tolstoï dans La guerre et la paix, sur justement le fait que le sort des armes, c'est jamais ce qu'on a prévu, et plus on prévoit de choses, plus on se fracasse. Voilà, c'est un peu d'ailleurs la victoire allemande, la première, et sans doute un peu dû à ça, à ce qui faisait un peu n'importe quoi. Et quelquefois il faut. Et maintenant, je vais laisser la parole au public. Merci beaucoup. Et donc, je n'ai pas de micro pour le public, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas que vous preniez la parole. Hein. Mais l'amphi est petit, donc normalement on entend à peu près si on essaie de crier comme ça. Florent Marsal, je vous en prie. Vous avez la parole. J'ai essayé de parler fort, mais ça, je pense très bien. Non, donc, je suis étudiant en L2 CCS en psychologie. Mais, non, juste une question par rapport à. Vous avez beaucoup évoqué le fait que Marc Bloch était un résistant, un éminent historien, mais j'aimerais vous poser une question. Quel rôle il a pu jouer dans la construction de la première vie, dans sa construction d'un ces liens qu'il avait, peut-être au troisième, et notamment à ses heures de gloire, avec le Front populaire et des personnes comme Léon Blum, qui a eu ici des traces de liens avec cette sphère intellectuelle républicaine avérée, ou c'était un silo. Voilà, c'est un peu ça. Non, il n'y a pas de. Marc Bloch n'est pas un militant politique du tout. D'ailleurs, c'est un combattant, c'est un résistant, mais il n'a pas été du tout un militant politique, disons, ni même dans. Bon, alors en même temps, on peut être militant et être médiéviste et écrire des choses militantes médiévales, c'est possible. Mais je ne crois pas qu'il y ait de lien particulier avec la SFIO, avec Léon Blum, avec cette période particulière. Je pense que il se tenait à son rôle d'historien et de l'atelier d'historien. Peut-être Claude, je ne sais pas si tu... Eh ben, il me semble avoir lu, alors moi j'ai relu beaucoup là, ces derniers jours, qu'il a quand même, alors je ne sais plus si c'est dans la pédagogie, peut-être, où il explique une fois, il dit voilà pourquoi je ne suis pas conservateur. Bon, il n'est pas engagé, il n'a rien lu sur le fait qu'il dit voilà, etc. Mais il est clairement pas conservateur. Et dans les correspondances avec Lucien Febvre aussi qui ont été éditées, il se présente comme quelqu'un, on dirait aujourd'hui de gauche, enfin, voilà. Sans engagement partisan. Mais par contre, citoyen, c'est net, quoi. Oui. Il faut savoir quand même qu'en 1936, l'université en 1936, au moment de la révolution, le Front populaire et la révolution de 1936, c'est pas une révolution universitaire, c'est une révolution ouvrière. L'université de la Sorbonne n'était pas du tout un lieu comme la Sorbonne de 68, rien à voir. C'est vraiment deux mondes complètement différents. Donc c'est vrai qu'on a peut-être un décalage avec l'idée qu'on peut se faire des intellectuels de la période de post-guerre. Ils restaient vraiment dans leur domaine de recherche et les étudiants plutôt à droite. Et en 1848, peut-être d'abord. Non, oui, non, pas du tout, je suis un Gogna-Fignon, allez-y. Allez-y, madame. Oui, c'est parce que vous avez parlé tout à l'heure, c'est
Et la seule chose que je me suis demandé, c'est quel est le rapport avec une science, enfin une discipline des sciences humaines qui est la philosophie. J'ai trouvé que vous n'avez aucune mention de cette discipline. Je me suis seulement posé la question de savoir pourquoi, pour quelle raison, parce qu'elle fait partie des sciences humaines. Oui, absolument. Précisément, je parle sous le contrôle de mes collègues historiens qui sont là, et la philosophie, c'est vraiment pas la science humaine que les historiens ont mobilisé beaucoup pour faire face aux enjeux. Anthropologie, économie, sociologie, démographie, oui, philosophie. Peut-être parce que la philosophie a vocation, elle aussi, à être une science qui domine toutes les autres, en fait. Parce que les philosophes, ils suffisent à eux-mêmes. Pas tous. C'est des collaborateurs. Et puis c'est sans histoire. Oui, parce que... Marc Bloch a écrit il écrivait un espèce de pas un journal, ce qu'on appelle des carnets, de 1919 à 1943, où en fait c'était juste des annotations ou des citations qui étaient peut-être des repères pour lui dans ses travaux, mais qui étaient aussi une sorte d'expression de ses émotions, même son analyse sur le Front populaire. Peut-être est-il passé à côté. Je pense qu'il y a certains historiens qui ont parlé de ça. Je pense que quand j'ai parlé de la force de travail incroyable de Marc Bloch, par exemple sur ce petit opuscule sur la vie d'outre-tombe du roi Salomon, qui est un petit article, il y a une telle érudition dedans, on se dit, mais à l'époque ils avaient Internet, il examine donc les légendes sur la vie posthume du roi Salomon chez les chrétiens, chez les juifs, dans l'islam, en Europe du Nord, enfin, un truc quand même assez extraordinaire, un tout petit article. Donc, par moments, je me suis demandé, en plus, bon, c'est vrai qu'il était père de 6 enfants, il y avait toute la carrière, les guerres, tout ça. Parfois, je me demande si, simplement, humainement, il avait le temps de faire ça. Maintenant, il était clairement, je pense, quelqu'un de gauche. Il y a justement des annotations comme à relever. Effectivement, je me souviens plus aussi, donc, je me demande si c'est pas dans la tranche des fêtes, non? C'est peut-être dans les tranches des fêtes d'ailleurs. Pourquoi je ne suis pas conservateur. En même temps, il était très lucide. Par exemple, il a absolument refusé de participer à l'organisation juive qui était promue par Pétain, qui était une sorte de collaboration. J'ai oublié le nom de l'association des souvenirs. Je ne me souviens plus comment. Voilà, l'organisation juive, il a refusé très nettement. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement lucide. Et puis c'est vrai que notre famille, il avait 6 enfants, donc il y a pas mal de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants. Tous ont une sensibilité de gauche, mais je ne pense pas que ce soit par hasard. Je ne pense pas. Après, sur effectivement le Front populaire, toute cette période, peut-être qu'il allait passer à côté, je sais. Mais il faut que les historiens ou les futurs historiens travaillent cette question. Il doit être critiqué. Alors, j'ai lu les tranches des fêtes il y a un certain temps, et je trouve qu'on est un peu 2h moins le quart avant les tranches des fêtes, et donc c'est pour ça qu'il est urgent de le lire ou de le relire. Et je mets aussi en parallèle avec les grands cimetières sous la lune de Bernanos, dans le rapport à la fulgurance, et à dire, rendez-vous compte, quoi, prenez-vous en main. Et je ne sais pas quelle est la visibilité de ce livre, désormais, dans l'inconscient collectif jungien, si j'ose dire, de la population française.
C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a encore des traces? L'étrange défaite, oui, est portée beaucoup par les historiens, il me semble que c'est un livre qui est connu et diffusé. Mais pour combien de temps, je ne sais pas. Alors, moi, je dirais un petit peu comme monsieur, j'ai complètement par hasard relu L'étrange défaite avant de savoir que ce colloque aurait lieu et avant de rencontrer Suzette, puisque nous nous rencontrons assez fréquemment toutes les deux dans l'association que vous avez citée tout à l'heure, qui est la Ligue des droits de l'homme. Bon. Je trouve que c'est un livre qui est d'une extraordinaire actualité. Vraiment, j'en ai été frappée. Et je me suis rendu compte à quel point son analyse, ce que vous disiez tout à l'heure, de la société profonde, pas seulement de l'état-major, mais de cette société un peu, qui accepte un peu, qui se laisse un peu bercer, qui ne se bouge pas trop, etc. Je trouve qu'on en retrouve beaucoup d'éléments aujourd'hui dans une forme d'acceptation, voilà, de ce que pour moi, il est inacceptable d'accepter, si je puis me permettre de l'exprimer ainsi. Voilà, donc je pense que c'est un livre à lire et à relire. J'avais lu Les Rois thaumaturges il y a longtemps, j'avoue que j'ai complètement, je serais incapable d'en reparler aujourd'hui, mais ça me donne très envie de partir aussi sur cette redécouverte de cette autre facette de Marc Bloch, que peut-être on connaît moins et qui doit être particulièrement passionnante. En tout cas, merci beaucoup d'avoir organisé ce colloque, je trouve ça tout à fait enrichissant et encore bravo. Merci. Peut-être le temps de la pause. Oui.